Salam alaikum. Alors, on va continuer la première partie toujours de la ventilation mécanique. Alors, je vous recommande de voir la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. On va faire juste un petit rappel rapide de ce qu'on a dit la dernière fois. Alors, la ventilation mécanique, c'est une technique de suppléance très utilisée en réanimation. D'ailleurs, c'est la plus utilisée. Ses objectifs sont essentiellement l'oxygénation, donc l'amélioration de l'oxygénation alvéolaire et de l'oxygénation tissulaire, l'élimination du CO2, ainsi dans certains cas la mise au repos des muscles respiratoires. De l'autre côté, on doit toujours éviter les lésions induites par cette ventilation mécanique, à savoir les barotraumatismes, les volotraumatismes, l'atélectraumatisme et le biotraumatisme. On a dit aussi que les pressions résistives sont le produit de débit fois le produit du débit et des résistances. Le débit de l'air, il est égal au volume sur le temps, c'est-à-dire le temps de l'insufflation. Il faut faire la différence, bien sûr, entre le temps d'insufflation et le temps d'inspiration. On va voir ça dans cette vidéo, Inch'Allah, en détail. On a dit aussi que ce qui concerne les résistances respiratoires de l'arbre respiratoire est essentiellement dépendant du rayon, c'est-à-dire le rayon. Si on a un problème de rayon, un rayon réduit, on aura des résistances plus élevées. Mais il faut aussi faire la différence entre la résistance qui est celle-là, égale à cette formule, et la pression résistive qui est égale au débit fois les résistances. Voilà. On a parlé aussi de la deuxième notion qui est la pression élastique ou bien la pression motrice qui règne au niveau alvéolaire qui est égale au volume sur la compliance. On a dit donc que la compliance, c'est le pouvoir de l'alvéole à se distendre, et on a dit que l'élasticité, c'est le pouvoir de retrouver sa forme initiale. Donc c'est deux forces opposées. La compliance est égale à 1 sur l'élastance. Il faut aussi ici faire la différence entre la pression élastique et l'élastance. Donc l'élastance, c'est le pouvoir à retrouver sa place initiale, ou bien sa forme initiale, et la pression élastique, c'est le volume sur la compliance. On a dit aussi donc un peu plus de définition qui concerne surtout plus spécifiquement le respirateur. C'est ce qu'on appelle la pression plateau est égale à la pression motrice plus la pression motrice plus la PEP totale. On a dit que la PEP totale est égale à la PEP extrinsèque, c'est-à-dire la PEP qu'on a marquée ou qu'on a donnée au respirateur, plus la PEP intrinsèque qui est pathologique, ou ce qu'on appelle l'autopep. Il y aura donc plus de détails sur cette pression. Et il y a ce qu'on appelle la pression totale ou bien la pression crête, comme ça. La pression crête, c'est la somme, donc c'est la somme des résistances de la pression résistive plus la pression motrice plus la PEP totale. Ça, c'est la compliance. On a dit que on doit toujours rester à ce niveau-là de compliance pour éviter, pour ne pas, s'il y a une augmentation de la pression, dans ce cas-là, on aura un risque de barotraumatisme. S'il y a une diminution de la pression, dans ce cas-là, vous voyez, on aura ce qu'on appelle l'atélectrauma, c'est-à-dire le collapsus des alvéoles et en quelque sorte l'arbre respiratoire, il sera amputé de certaines zones qui seront plus ventilées. Et comme on a dit, donc la courbe de pression, la courbe de compliance, elle a une forme sigmoïde.
Maintenant, on arrive à la deuxième partie proprement dite. Donc, c'était juste un petit rappel. Maintenant, on va continuer toujours avec des définitions, mais là, des définitions encore plus spécifiques du respirateur. Il y a ce qu'on appelle la première, ce qu'on appelle le VT, c'est le tidal volume, c'est le volume courant. Donc ça, c'est le premier, c'est le volume courant. On le règle selon le poids idéal. Alors, c'est quoi le poids idéal? C'est le poids du malade. Plutôt, donc le poids idéal, il dépend de la taille. C'est-à-dire, pourquoi la taille? Parce que un patient qui pèse 70 kg et qui a une taille de 1,70 m et un autre patient qui pèse 130 kg et qui a aussi 1,70 m ont en fait la même taille du poumon. C'est-à-dire, la différence du poids, elle est due à de la graisse. La graisse ne participe pas au parenchyme pulmonaire. C'est pour ça, quand on règle un respirateur selon un poids, on règle selon le poids idéal. Le poids idéal, il dépend de la taille du patient. C'est-à-dire, chez l'homme, le poids idéal chez l'homme, il est égal à sa taille moins 100. C'est-à-dire, quelqu'un qui mesure 1,70 m, son poids idéal est de 70 kg. Chez la femme, il est égal à la taille toujours, moins 105 ou bien 110. C'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, une femme qui mesure 1,70 m, son poids idéal est entre 55 et plutôt entre 60 et 65 kg. Légèrement, donc le poids idéal est légèrement plus bas chez les femmes. Voilà. Et il faut savoir que quand on règle le respirateur, le poids, c'est combien on donne? C'est 6 à 8 millilitres par kilo. Par kilo, bien sûr, du poids idéal. Par exemple, on a un patient qui a un poids idéal de 70 kg, on va mettre 6, de préférence mettre 6 millilitres kg. Parce que quand on a dit avant, quand on met des volumes courants élevés, il y a un risque donc de volotraumatisme, et il y a un risque aussi à chaque fois la surdistension, puis il revient à la position normale de l'alvéole. Donc à chaque fois que l'alvéole se distend et revient à sa position, se distend et revient à sa position, ça crée des forces des forces de cisaillement qui provoquent ce qu'on appelle le biotraumatisme. Donc on peut avoir des SDRA alvéolaires dus à la ventilation mécanique. Donc c'est pour cela qu'on préconise de ne pas dépasser 8 millilitres kg de poids corporel et de préférence garder le 6 millilitres kg. C'est-à-dire 6 fois 70, on aura à peu près donc 7 fois 6, donc 7 fois 3, c'est 24, donc 48. Donc on aura 480 millilitres. Donc chez un patient qui a 70 kg de poids corporel idéal, on va régler notre volume courant à 480 millilitres. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième paramètre, qui est le respiratory rate, ou bien la fréquence respiratoire. Celle-là, chez l'adulte, elle dépend beaucoup de l'âge, mais chez l'adulte, généralement, on la règle entre 12 et 16 cycles par minute. Mais elle est très variable selon les cas. Puis, on a le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle la ventilation minute. Elle est tout simplement égale au volume courant fois la fréquence respiratoire. Il y a une quatrième notion qui est un peu plus subtile, mais elle est plus importante pour la pratique, ce qu'on appelle la ventilation alvéolaire. Il faut savoir différencier la ventilation alvéolaire de la ventilation minute. La ventilation alvéolaire, elle est égale au volume courant moins l'espace mort fois la fréquence respiratoire. Donc, quand on enlève
l'espace mort, on aura exactement combien de millilitres d'air ou bien d'oxygène arrive à l'alvéole par minute. Parce que quand on a, par exemple, un volume courant de 500, VT 500, et plus et et un dead space, un espace mort de 150 millilitres. Donc réellement, à chaque inspiration, les alvéoles ne reçoivent pas 500 millilitres, mais plutôt ils reçoivent 500 moins 150, c'est-à-dire 350 millilitres. Donc notre ventilation alvéolaire est égale à 350 fois la fréquence, par exemple 12. Comme cela, on aura notre ventilation alvéolaire. Et cela, elle est importante, c'est parce que c'est celle-là en réalité qui permet de contrôler le CO2. C'est la ventilation alvéolaire et non la ventilation minute. Voilà. Si on veut diminuer le CO2, on va augmenter notre ventilation alvéolaire. Si on veut augmenter le CO2, selon les cas bien sûr, si on veut augmenter le CO2, on va diminuer notre ventilation alvéolaire. Maintenant, on passe à la deuxième, en quelque sorte, partie de définition, parce que quand on a dit tout à l'heure, ces deux paramètres-là, plus le dead space, nous permettent, en jouant sur la ventilation, le volume courant et la fréquence respiratoire, plus ou moins le dead space, parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi réduire ou augmenter l'espace mort en utilisant par exemple des filtres. Parce que quand on a ici une sonde d'intubation branchée directement au respirateur, il faut savoir que celle-là est, lorsqu'on a une sonde d'intubation avec ici un filtre, puis branché au respirateur, il faut savoir que ces deux cas-là n'ont pas le même volume, n'ont pas le même espace mort. Évidemment, celle-là qui a un filtre a plus d'espace mort. Donc on peut jouer sur l'espace mort en le diminuant ou l'augmentant selon les prothèses qu'on a ajoutées à notre circuit ventilatoire. Donc c'est l'espace mort, le volume courant et la fréquence respiratoire qui nous permettent de jouer et de jouer sur le CO2, c'est-à-dire on l'augmente ou on le diminue, selon les cas, selon essentiellement notre gazométrie. Puis maintenant, on passe aux deux paramètres principaux qui nous permettent de jouer sur l'oxygénation, c'est-à-dire l'oxygène. Ici, c'est la FiO2. La FiO2, c'est la fraction inspirée d'oxygène, c'est-à-dire si je mets FiO2 à 60%, c'est-à-dire mon patient, il reçoit 60% de l'air, c'est de l'oxygène pur. Puis le deuxième paramètre, c'est la PIP, ou bien la PEP en français, c'est la pression expiratoire positive, c'est-à-dire c'est la pression qui règne au niveau des alvéoles en fin d'expiration. Elle permet donc d'éviter le dérecrutement, c'est-à-dire si on a un alvéole comme ça, à l'inspiration, ça c'est l'inspiration, puis en fin d'expiration, si on garde une petite PEP, les alvéoles ils vont rester quand même ouverts. Mais si je mets à l'inspiration ça, puis en fin d'expiration, je ne mets pas de PEP, ils seront comme ça, collabés. Donc ça va encore augmenter le travail respiratoire à l'inspiration parce que c'est plus difficile de gonfler un alvéole collabé que de gonfler un alvéole qui était déjà ouvert. Donc ça nous rappelle en quelque sorte la notion de compliance. Un alvéole qui est déjà ouvert est beaucoup plus compliant qu'un alvéole qui est collabé. Donc, il peut se distendre encore plus facilement et de diminuer le travail respiratoire. En plus de ça, quand on a un alvéole collabé, il ne participe pas aux échanges gazeux à la fin d'expiration. Donc, ça retentit sur l'oxygénation. Donc, comme on a dit, la PEP, la PEP physiologique, elle est généralement entre 5 et 3 centimètres d'eau. Il faut savoir que les pressions
au niveau du ventilateur sont réglés en centimètres d'eau. Comme vous le savez, donc les pressions ont beaucoup d'unités de mesure. Mais celle utilisée, pour les respirateurs, c'est le centimètre d'eau. Puis, pour la PEP, dans certains cas, dans les SDR, on peut arriver jusqu'à des PEP 12, 14, selon les cas. Dans la ventilation de certains patients obèses, on doit augmenter la PEP physiologique en quelque sorte pour eux entre 10 et 8, afin donc, parce que les forces exercées sur le thorax chez un obèse et chez un sujet maigre, ce ne sont pas les mêmes. Chez l'obèse, elles sont plus élevées, donc on a besoin d'une PEP un peu plus élevée chez les obèses pour garder les alvéoles ouverts. Et cela valable aussi pour les patients intubés au bloc opératoire et non seulement les patients en réanimation. Alors, on récapitule, les deux paramètres essentiels pour régler l'oxygénation d'un patient, c'est la FiO2 et la PEP. Alors, il faut savoir que la FiO2, elle est variable bien sûr entre 21% et 100% selon les cas. Il faut éviter au maximum de mettre plus de 80% chez les patients parce que l'oxygène est toxique. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Maintenant, on passe à la troisième partie de définition des paramètres respiratoires. C'est ce qu'on appelle le peak pressure, c'est la pression crête. Alors, la pression crête, c'est quoi? Comme on a dit tout à l'heure, c'est la pression plateau plus la pression résistive, tout simplement. Et on a dit tout à l'heure que la pression plateau, elle est égale à quoi? Cette pression plateau, vous le voyez ici, la pression plateau, elle est égale à la pression motrice plus la PEP totale. Voilà. Et on a dit que la PEP totale, bien sûr, elle est égale aux pressions intrinsèques plus plutôt la PEP intrinsèque et la PEP extrinsèque. Donc, comme on a dit, la pression plateau, c'est la PEP totale plus la pression motrice. Donc, la pression motrice est égale à la pression plateau moins la PEP totale. Donc, si vous remarquez, c'est surtout des formules mathématiques. Il y a ce qu'on appelle aussi, la troisième notion, c'est ce qu'on appelle la pression max. Il faut savoir différencier la pression max de la pression crête. Alors, la pression crête, c'est la pression qui est affichée sur le ventilateur à la fin de l'inspiration. C'est-à-dire, à la fin de l'inspiration, il va nous afficher, par exemple, une pression crête de 28. Mais la pression max, c'est la pression qu'on règle, nous, sur le ventilateur. C'est une pression de sécurité à ne pas dépasser. Ça veut dire, si je règle, par exemple, ma pression max à 35 et que je veux un volume courant de 500, mon ventilateur, il va commencer à délivrer. Il va délivrer. Mais s'il arrive à cette pression de 35, c'est-à-dire les résistances, elles sont très élevées, et qu'il n'a délivré, par exemple, que 300 millilitres, et bien notre respirateur, il va bien sûr déclencher l'alarme et arrêter de ventiler, et arrêter donc de délivrer de l'air, c'est-à-dire il va délivrer que 300. Et dans ce cas-là, bien sûr, on aura une pression crête à 35. Donc, quand on arrive à notre pression maximale, c'est là qu'on a en quelque sorte une petite nuance où on a égal une pression. Notre pression crête et la pression max, elles seront égales. Donc, je refais rapidement, je redis ce que j'ai dit. C'est la pression maximale, c'est une pression de sécurité réglée sur le respirateur que le respirateur ne va jamais dépasser. C'est-à-dire, si on veut 600 ml et qu'il arrive à 200 ml avec notre pression max, il va arrêter de délivrer, il va déclencher l'alarme. Et dans ce cas-là, le patient n'aura qu'un petit volume délivré et une pression crête qui sera maximale, c'est-à-dire la pression maximale. Voilà. On va revoir ça donc dans la courbe qui suit pour une meilleure compréhension. On passe à la quatrième partie
de paramètres, donc, ou bien de définition. C'est ce qu'on appelle le débit inspiratoire, inspiratory flow. Donc, c'est quoi ce débit inspiratoire? C'est le débit avec quoi l'insufflation est faite. C'est-à-dire, si je mets un débit élevé, on aura une insufflation qui se fait rapidement. Si je mets un débit faible, l'insufflation sera, donc, le débit de l'insufflation. Si je mets un débit faible, l'insufflation va prendre encore plus de temps. Donc, c'est que vous compreniez de ça. Si j'augmente le débit, mon temps inspiratoire il sera plus court. Si je diminue le débit, mon temps inspiratoire il sera plus long pour un même volume courant, bien sûr. Donc, de l'autre côté, vous allez deviner que pour un même débit, pour délivrer 500 cc de volume courant et pour délivrer 300 cc de volume courant ne sera pas la même. Donc, de cela, on devine deux trucs. Que notre débit inspiratoire, il dépend de quoi? Il dépend de volume courant et il dépend de notre temps inspiratoire. C'est-à-dire, si je veux un volume courant élevé et ou un débit inspiratoire, donc si je veux un volume courant élevé et ou un temps inspiratoire court, je dois mettre un débit élevé. Par contre, si je veux un volume courant bas et ou un temps inspiratoire allongé, je dois mettre un débit inspiratoire bas. Voilà. Puis, il y a ce qu'on appelle la deuxième notion que vous allez donc devoir différencier de débit inspiratoire, c'est le temps inspiratoire. Alors, c'est quoi la différence? Elle est simple. Donc, le temps inspiratoire est égal à quoi? Est égal au débit d'insufflation plus le temps plateau. Donc, de cela, on peut deviner deux trucs. Donc, notre temps inspiratoire, il dépend de temps d'insufflation et de temps plateau. Donc, si je dois diminuer mon temps inspiratoire, donc soit je dois diminuer mon temps plateau, soit je dois diminuer mon temps d'insufflation. Alors, de préférence, diminuer le temps d'insufflation parce que, en quelque sorte, le temps plateau, c'est là où les échanges gazeux se font. Donc, de préférence, garder un temps plateau un peu plus allongé que le temps inspiratoire, que le temps d'insufflation. Et pour diminuer le temps d'insufflation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, pour diminuer le temps d'insufflation, on va augmenter notre débit d'insufflation, bien sûr. Puis, on va passer à ce qu'on appelle le temps expiratoire. Donc, c'est le temps expiratoire. Il est généralement... donc, c'est le temps d'expiration. On va voir ça sur les courbes, plus le temps de non-échange. C'est-à-dire, en fin d'expiration, généralement, la courbe, elle est plate. En quelque sorte, c'est un temps de repos avant la prochaine inspiration. Sauf si on a des fréquences respiratoires très élevées, là, c'est surtout le temps, il nous reste juste le temps donc le temps expiratoire, c'est juste l'expiration, puis il y a une deuxième inspiration qui arrive rapidement. Et c'est là qu'on a un risque encore plus important d'autopep. La troisième notion, c'est ce qu'on appelle donc le ratio I sur E, c'est-à-dire le ratio entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Il est généralement réglé à 1 pour 2, c'est-à-dire un tiers de temps inspiratoire. Donc le temps, il faut savoir que le temps respiratoire, c'est-à-dire le temps de l'inspiration et de l'expiration, c'est-à-dire un temps respiratoire est égal au temps inspiratoire plus le temps expiratoire. Donc pour nos réglages quotidiens en général, c'est un temps inspiratoire à 1 et un temps expiratoire à 2. C'est-à-dire le tiers de notre temps respiratoire est destiné à l'inspiration et les 2 tiers de notre temps respiratoire est destiné à l'expiration. Voilà. Mais on peut changer ça. Donc dans certains cas, par exemple,
les BPCO et les asthmatiques, on peut amener à régler ça 1 pour 3 pour allonger le temps expiratoire, par exemple. Comme on a dit tout à l'heure, donc les pressions pour les ventilateurs, elles sont réglées en centimètres d'eau. Donc pour les paramètres ventilatoires, il faut savoir que c'est pour ça on est obligé en quelque sorte d'apprendre tout ça et de comprendre bien sûr tous ces paramètres, parce qu'il faut savoir que selon les respirateurs, on peut être amené à ajuster différents paramètres et à surveiller d'autres. C'est-à-dire, c'est pas tous les respirateurs qui ont les mêmes paramètres à régler et les mêmes paramètres à surveiller. Non, chaque respirateur, chaque marque a ses propres paramètres à régler et ses propres paramètres à surveiller. Donc il faut vraiment comprendre l'association et la relation entre les différents paramètres afin de savoir régler tous les ventilateurs sans problème. Comme on a dit, donc ça c'est des rappels de ce qu'on a dit tout à l'heure, juste par rapport au débit. Chez l'adulte, le débit inspiratoire est généralement réglé à 60. Je vais vous montrer plus tard sur la vidéo pratique, Inch'Allah, comment on règle exactement notre débit. Et pour la pression, il y a donc ce qu'on doit surveiller. Donc comme on a dit tout à l'heure, ici, ces paramètres-là, c'est vraiment très divers selon les ventilateurs. Il y a certains ventilateurs qui nous permettent par exemple de ventiler, de changer le volume courant, la fréquence respiratoire et tout, et le débit. Et on doit surveiller le temps inspiratoire, etc. Il y a d'autres qui nous... C'est assez divers, donc c'est pour ça qu'on doit comprendre sur les courbes suivantes, bien sûr, Inch'Allah, ce qu'on doit régler, genre la relation entre les différents paramètres pour qu'on sache régler ce qu'on veut facilement. Mais par contre, il y a deux paramètres constants qui sont sur tous les ventilateurs, c'est la FiO2 et la PEP. Elles sont présentes sur tous les ventilateurs. Et il y a des paramètres qui sont présents sur tous les ventilateurs qu'on doit surveiller sur toutes les ventilateurs. C'est la pression plateau qui ne doit pas dépasser les 30 cm d'eau et la pression motrice qui ne doit pas dépasser les 14 cm d'eau. Et bien sûr, on doit toujours surveiller à ce qu'il y a une autopep ou non. Je vais vous montrer plus tard comment, Inch'Allah. Il faut savoir que depuis cette diapo à la suite, on va surtout se focaliser sur la ventilation à mode volume contrôlé. C'est-à-dire on va oublier en quelque sorte les ventilations à pression, juste pour simplifier les choses. Donc on a deux types principaux en quelque sorte de ventilation mécanique. Il y a ce qu'on appelle la ventilation à pression contrôlée et ce qu'on appelle la ventilation à volume contrôlé. Pour la ventilation à volume contrôlé, on a le VC ou CV, c'est-à-dire le volume contrôlé. On contrôle les volumes, la fréquence et tout. Puis on a ce qu'on appelle le VCV, Volume Controlled Ventilation. Celle-là, ou bien le mode VAC, ça s'appelle VAC en français. Donc c'est la ventilation assistée contrôlée, c'est-à-dire on règle une fréquence par exemple à 12 et un volume contrôlé à 500, mais le patient, s'il veut déclencher un cycle, il peut tout simplement déclencher. Et donc de ce cas, on a ce qu'on appelle le trigger, c'est-à-dire ce que le patient doit fournir comme effort pour déclencher un cycle respiratoire. Puis, il y a ce qu'on appelle le VACI, c'est la ventilation assistée contrôlée intermittente, où il y a des cycles qui sont déclenchés par le respirateur et il y a des cycles qui sont en quelque sorte déclenchés par le patient et assistés par le respirateur. Maintenant, on ne va pas parler sur la ventilation à pression contrôlée, on va juste parler de la ventilation
à volume contrôlé pour un début, bien sûr. Mais tous ces différents types de ventilation seront détaillés dans la partie pratique, Inch'Allah, parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre sur un respirateur d'emblée. Maintenant, on va parler rapidement sur les courbes du ventilateur, mais bien sûr, les courbes du ventilateur lors d'une ventilation assistée contrôlée. C'est-à-dire, on va parler de mode VAC. Alors, on va aborder les deux courbes principales lorsqu'on ventile un patient en mode VAC. C'est ce qu'on appelle la courbe de flow curve, c'est-à-dire la courbe du débit. Et on va aborder ce qu'on appelle la pression curve, pressure curve, ou bien la courbe de pression. Parce que, comme on a dit ici, c'est un mode volume contrôlé. C'est-à-dire, on contrôle les volumes. Par exemple, on va mettre un volume de 500 ml et on surveille notre débit, ou notre courbe de débit, et on surveille notre courbe de pression. Par contre, si c'était un mode pression, on va surveiller toujours notre courbe de débit et on va surveiller notre courbe de volume et les volumes inspirés. Voilà. Mais on reste sur les volumes contrôlés uniquement pour l'instant. Alors, on va commencer par notre courbe de débit. Alors, comme vous voyez ici, la première ligne, elle est plate, c'est-à-dire il n'y a pas de débit. Il n'y a ni inspiration ni expiration. Puis, notre débit va augmenter brutalement. C'est-à-dire que lors de l'insufflation, notre débit va augmenter brutalement et va rester stable pendant notre temps d'insufflation. Puis, il va diminuer rapidement. Puis, on aura un deuxième plateau. Ça correspond au temps plateau. Parce qu'au temps plateau, il n'y a ni air qui rentre, ni air qui sort. C'est-à-dire le débit, il est nul. Donc, comme on a dit ici, lorsque le débit s'élève, l'air va rentrer du respirateur, va partir au niveau des alvéoles. Puis, à un certain moment, lorsque le débit s'arrête, ça correspond au temps plateau ici, où il n'y a plus de débit, il n'y a plus d'air qui sort, il n'y a plus d'air qui rentre. Mais il faut savoir que ce plateau, il est inclus dans le temps inspiratoire, c'est-à-dire on n'a pas encore entamé notre expiration. Puis, on a notre débit qui va encore augmenter. Il a augmenté ici, bien sûr, mais c'est juste il est parti dans l'autre sens parce que là, on va entamer notre expiration. Puis, le débit va diminuer tout doucement. Voilà. Jusqu'à ce qu'on aille à notre plateau. C'est-à-dire ici, on a terminé notre expiration. Le débit, il est nul, c'est-à-dire il n'y a ni air qui rentre, ni air qui sort, parce qu'on a un équilibre de pression. Il va rester comme ça jusqu'à le prochain cycle, c'est-à-dire la prochaine inspiration. Donc, il faut apprendre ça. Il faut s'en rappeler. Ça, c'est le temps inspiratoire et ça, c'est le temps expiratoire. Donc ça, c'est le débit de l'inspiration lorsqu'on ventile le malade en mode pression, en mode volume, bien sûr. Et ça, c'est la courbe expiratoire. Maintenant, on va partir à la courbe de pression. Là, on a une courbe de pression. Donc la pression, là, elle n'est pas nulle si vous remarquez, parce qu'on a toujours une PEP. Puis, la pression s'élève doucement. Ça correspond à notre temps d'insufflation. Puis, on a une diminution de la pression lors de l'arrivée. Là, on a cette diminution et ce temps de plateau. Ça, c'est le temps de plateau avec notre diminution de pression. Ici, ça correspond à l'entrée de l'air au niveau des alvéoles. Parce que les alvéoles, ils contiennent plus d'air que les branches, donc on aura une chute de pression, c'est-à-dire cette pression plateau correspond à l'arrivée de l'air au niveau des alvéoles. Puis on a un temps plateau, puis on a une pression qui diminue
doucement. Ça correspond à l'expiration. Et donc de cela, on va deviner que notre pression crête, c'est celle-là. Plutôt non, attends. Notre pression crête correspond à toute cette pression-là. Donc ça, c'est la pression la plus élevée. Puis on a notre pression résistive, c'est celle-là. On a notre pression plateau, c'est celle-là. On a notre PEP, c'est celle-là. Et on a notre pression motrice, celle-là. Voilà. Vous devez revoir ça parce que c'est un peu difficile de retenir tout ça en une seule fois. Donc voilà nos temps inspiratoires dans les courbes dB et courbes de pression. Et voilà nos temps expiratoires dans les courbes dB et les courbes pression. Donc conclusion, c'est la ventilation mécanique, c'est quelque chose de complexe. Il faut revoir cette vidéo probablement une fois, deux fois, trois fois. C'est ce qu'on a fait tous pour apprendre ça et bien sûr pour comprendre plutôt. Et il y a certains trucs bien sûr qu'il faut apprendre. Et je vous recommande donc de voir la première vidéo bien sûr et la prochaine vidéo Inch'Allah pratique qui va en quelque sorte synthétiser ce qu'on a dit dans la première et cette deuxième vidéo Inch'Allah d'une manière pratique. Je vais vous montrer comment on règle le ventilateur, un vrai ventilateur bien sûr, et à chaque fois qu'on change un paramètre, je vais vous montrer qu'est-ce qui change avec et où est-ce qu'on doit faire attention. Et merci de votre attention.